Salut tout le monde, bienvenue à notre sixième épisode de Ten from the Back, votre chaîne YouTube francophone pour tout ce qui est le vieux monde, Warhammer Old World. Sébastien, comment ça va? Ça va super bien, Alex, et toi? Ça va très bien. Écoute, on va commencer ça aujourd'hui avec juste un petit retour sur le hobby de notre semaine, qu'est-ce qu'on a fait. Puis avant qu'on passe au sujet principal là, de la journée de l'épisode, là, comment se préparer à des événements, des tournois. Donc, d'abord et avant tout, Sébastien, tu as fait quoi dans ta semaine côté hobby, côté wargaming? En fait, côté hobby, travaille sur mon Necrolith Bone Dragon. Je pense que j'ai mis quelques photos sur certains groupes Ouais. du Québec de l'avancement ça progresse tranquillement pas vite. Je l'ai dit, j'aimerais vraiment que ce soit prêt pour le Grand Clash au mois de février. J'aimerais que cette figurine là, qui est assez centrale dans mon armée soit complètement peinte. Donc, c'est l'objectif que je me suis fixé. Puis on progresse tranquillement, pas vite de ce côté-là au niveau de la peinture. Sinon, j'ai aussi profité là, de certains temps libres pour jouer. J'ai joué 2 matchs sur la plateforme Warhol cette semaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, c'est un simulateur de Old World auquel on peut jouer en ligne. Je vais être bien honnête avec vous. Pour moi, ça n'accote pas le côté en personne. Par contre, c'est un outil fantastique pour jouer des matchs quand c'est difficile. Bon, j'ai un horaire de papa. Des fois, là, à attendre que les enfants soient couchés, ça fait en sorte qu'il est tard pour que quelqu'un vienne à la maison pour jouer ou que je me déplace au magasin pour aller jouer. Donc, la possibilité de commencer une partie avec quelqu'un qui est peut-être dans une time zone différente de la mienne ou même juste quelqu'un qui est dans une autre ville que moi, mais qu'on dit, OK, on commence un match, puis au besoin, on peut même enregistrer puis poursuivre par la suite. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve agréable. Puis ça permet de Tout à fait. pratiquer vraiment les fondamentaux du jeu, de jouer les règles pour qu'après ça, mes parties soient plus fluides. Alors moi, je le vois vraiment comme un complément à mon Mhm. gaming en personne. Puis je dirais même, tester des listes aussi. Des fois, on hésite, bon, on veut faire telle liste. Ça implique des fois de l'achat de modèles, puis on n'est pas trop sûr. Donc, c'est une bonne façon de le faire à faible coût, en fait, à pas de coût. Donc, c'est une bonne façon de tester différents éléments avant de pouvoir investir, par exemple, pour le hobby. Hey, c'est tellement un bon point que tu amènes parce qu'on le sait, c'est un hobby qui est dispendieux et Ouais. justement, avant de dépenser des fois là, 100 à 200 dollars dans une unité qu'on pense être bonne dans notre liste, ben, d'avoir la chance de jouer 5, 10 parties peut-être avec puis de se rendre compte, OK, oui, ça clique ou non, ça clique Mhm. pas, ben, c'est quand même agréable. Puis ça permet justement de faire des achats peut-être un peu plus éclairés parce qu'on peut playtester, si on veut, là, nos différentes listes avant même de commencer à investir notre temps de hobby dans ces figurines-là. Tu sais, on sait que les assembler, les peinturer, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. C'est un investissement de temps et d'argent important. Donc, ça permet de faire des choix plus éclairés pour moi, en tout cas. Absolument, tout à fait d'accord avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Écoute, pas grand-chose. Tu sais, la vie personnelle, des fois, comme tu as dit, la vie de papa, la vie de travailleur, la vie également de déménageur, parce que je suis Ouais, dans ce processus-là. C'est sûr que c'est pas, ces temps-ci, c'est pas évident pour moi. Ce que j'ai fait, en fait, hobby-related, en fait, là, c'est de travailler sur le player pack du Grand ouais. Clash. Donc, sur le document, en fait, là, qui englobe toutes les restrictions, le code de conduite au niveau du jeu, au niveau du tournoi qui aura lieu le 7, 8, 9 février. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai eu le temps de faire. Je n'ai pas eu le temps de faire de partie, malheureusement, ou quoi que ce soit. C'est pas tout à fait vrai. Tu m'envoies plein de listes de l'Empire dernièrement. Oui, oui, c'est vrai, mais quand même. On se garde une petite gêne, mais je n'ai pas encore expérimenté le tout, effectivement, là, depuis l'annonce du Arcane Journal de l'Empire. Là. J'ai un petit côté White Wolf là, qui ressort en moi, qui veut sortir. Fait que oui, je suis en train de faire des petites listes à gauche, à droite pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ah, Mais c'est tout le temps plaisant, c'est ça, d'essayer de se projeter. Ah oui, je pourrais faire telle chose. Puis là, une fois que mhm. les règles vont sortir, on va pouvoir regarder vraiment qu'est-ce qu'il y en a. C'est vrai, c'est vrai. Je pensais à une deuxième armée éventuellement aussi, parce que les nains, tu sais, c'est le fun, mais tu sais, ça reste que ça revient. Le nombre de possibilités de styles d'armée sont limités. Fait qu'avoir une armée qui est un petit peu différente, là, c'est une armée, j'aimerais ça faire cavalerie, puis tu sais, très très rapide. Hmm. Donc, tu sais, ça ferait un petit peu différent. Fait que j'ai Un hâte de style voir de qu'est-ce que jeu ça va différent, ouais, donner. Ouais. complémentaire à ce que tu joues.
Ouais, exactement. Mais c'est ça. Présentement, je suis juste au niveau de réfléchir à des possibilités, mais tant qu'on n'aura pas les documents entre les mains, ça va être un petit peu difficile de concrétiser le tout. Qui sait? On sait jamais. Ah, à suivre. Oui, exactement. Donc, c'est ça, mais justement, tu sais, je parlais du player pack, tu sais, faisons la transition en fait vers notre sujet principal de la journée. Puis c'est quelque chose qu'on se fait souvent demander en fait. Puis, tu sais, on ouvre une parenthèse. On est deux joueurs qui avons un background compétitif dans différents jeux et à différents niveaux. Tu sais, dans ton cas, c'était plus War Machine que tu as eu Ouais. ta carrière de gamer compétitif. De mon côté, ça a été Age of Sigmar. Tu sais, j'ai quand même eu la chance, puis c'est pas un brag, là, c'est juste c'est un fait puis qui vient amener une certaine crédibilité si on veut. J'ai quand même participé aux championnats mondiaux d'Age of Sigmar, Mhm. championnat par équipe. Donc, pas celui qu'on a vu à Atlanta récemment, mais celui-là, c'est un championnat d'équipe on représente notre pays. Donc, j'étais en Europe pour faire ça. Fait que c'est une expérience qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur beaucoup de choses. Je pense qu'il est bien aussi partagé dans un certain sens. Donc, il y a tellement de niveaux. Tu sais, souvent, le mot tournoi, on le dit, puis ça fait peur à des joueurs. Tu sais, on le Mhm. voit présentement dans la scène québécoise. Le mot tournoi, puis encore une fois, j'ouvre une Il y a une, parenthèse dans une parenthèse, là. il y a une Mais vas-y, connotation négative. Il y a une ouais, connotation négative, puis tout à fait. je pense que c'est correct. Je pense que les gens ont le droit d'avoir des appréhensions. Ouais, Puis tu l'as dit, moi, tu as fait beaucoup de tournois, particulièrement à Age of Sigmar. Moi, de mon ouais. côté, c'était War Machine, pas au même niveau que toi, vraiment plus au niveau local, Mm. Québec. Bon, j'étais allé faire un tournoi par équipe en Ontario aussi. Mais il reste que j'ai fait beaucoup de tournois, puis j'ai joué contre des joueurs qui, eux, allaient faire des Ouais. tournois en Europe, comme toi, au WTC, à War Machine. Et le mythe du joueur compétitif, je pense que c'est quelque chose qui est persistant, qu'il faut un peu, pas en fait un peu, qu'il faut vraiment relativiser. Ouais. Puis je vais aller aussi un peu plus loin que ça, en fait, c'est que souvent, c'est un peu un côté, parce qu'Internet a plusieurs côtés fantastiques, mais un des côtés Mhm. négatifs, souvent, c'est qu'on va ressortir la liste dans un tournoi, un événement partout dans le monde, peu importe, puis qui a été comme, ça, on a vu la liste là, de 180 archers Tomb King, la liste de Poison Goblins, ces choses-là. Tu sais, et on pense, on dit, ben, cette liste-là, comme Ouais, a été sur les tables, ben, on va l'avoir dans tous les événements, puis là, ben, moi, je joue contre ça, j'aurais pas de fun. Et là, ça tombe dans un peu là, une pente fatale qui peut tomber à, ben, je n'irai pas à un tournoi parce que j'aurais pas de plaisir, parce que tout le monde veut gagner. Donc, c'est c'est pas le cas. malheureux. C'est Oui. malheureux parce que les gens se privent ultimement un tournoi là, pour ceux qui hésitent. Là. Dites-vous bien, surtout à l'échelle québécoise en ce moment, là, euh, des joueurs qui vont jouer là, une liste comme les 90 Gobelins de la nuit avec les fanatiques, moi, j'en connais pas. Des gens qui vont jouer 180 archers, 180 squelettes Tomb Kings avec deux ou trois personnages sur chariot, j'en connais pas non plus. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Mais si ça arrive, ben, ça va être une personne. Puis ben, sachez que ces listes-là, même si elles sont ultra fortes, euh, ben, c'est pas impossible de les vaincre parce que c'est pas ces listes-là qu'on va gagner tous les tournois partout à travers le monde, bien au contraire. Mais en même temps, je comprends aussi, je relativise le côté NPE, le Negative Play Ouais, Experience, le sens que oui, OK, peut-être que j'ai une chance, peu importe, mais en même temps, c'est pas une interaction qui est intéressante avec mon adversaire. Ceci dit, puis je fais encore un lien avec le grand clash qui s'en vient parce qu'on a, tu sais, souvent la communauté, ce que je me rends compte de Old World, il y a pas tant de sang nouveau. C'est plus des gens comme nous qui avons joué à Fantasy à l'époque, puis qu'on retombe en nostalgie, puis donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont la fibre compétitive comme on voit présentement sur la scène québécoise au niveau des of Sigma au 40 000 ou encore. Donc, le concept de tournoi de 2 jours, par exemple, ou plus compétitif, ça peut faire peur. Ben, je n'irai pas là, je vais me faire planter, je n'aurai pas de fun, blablabla. Pour vrai, je vais juste démystifier ça, là, puis, mm, tu sais, je le vois. Est-ce que ça existe des joueurs qui vont venir au tournoi de Old World et que leur but ultime est de gagner et de prendre la liste qu'ils trouvent la plus puissante pour arriver à ce point-là? Absolument. Ça existe absolument. Il va y avoir des joueurs qui vont tweaker leur liste pour avoir la meilleure mouture possible et c'est normal. Il y a un volet compétitif. Par contre, puis des événements, non seulement j'en ai joué beaucoup, mais j'en organise énormément aussi depuis des années, tout système de jeu confondu. La très, très grande majorité, puis c'est une écrasante majorité des gens,
viennent à ces événements-là pour socialiser, pour passer un week-end avec des gens qui partagent leur passion, pour jouer un nombre de parties élevé sur un nombre de Mhm. jours plus restreint, quelque chose qu'on a rarement le temps de faire parce que la plupart des gens, on va se le dire, ce sont des adultes qui ont des familles, qui ont des travails, qui ont une vie en tant que telle, là, qui ne peuvent pas là, jouer aussi souvent qu'ils le veulent. Donc, tu as cet aspect-là à jouer. Puis moi, c'est ça que je disais aux joueurs qui hésitent encore à venir. Ben, un tournoi, ça fait peur. C'est un happening. C'est un Mhm. happening, puis c'est l'occasion aussi de voir d'autres armées peintes. Ah, wow, ça me donne une idée où c'est vraiment malade, ou telle conversion, c'est bon, ou telle gamme de figurines alternatives, ça m'intéresse. Donc, c'est vraiment un happening. Tu sais, on dit le mot tournoi parce que ultimement, il y a des rondes qui sont basées sur les performances et il y a un gagnant ou une gagnante. Mais ultimement, c'est un happening. C'est un C'est un rassemblement. moment de partage. C'est un moment de Ouais. partage. On est là pour partager une passion. Donc, je pense que ça fait le tour, en fait, là, pour démystifier le côté plus compétitif d'un tournoi. Mais maintenant, si on se penchait sur comment on se prépare. Mettons qu'on décide d'aller dans un événement, dans un tournoi, c'est quoi les différentes étapes, en fait, là, pour se préparer? Mais je pense, et tu me diras qu'est-ce que tu en penses, je pense que ça commence par le player pack. Tout à fait. Moi, c'est vraiment la première chose que, qui est essentielle parce que c'est là qu'on va avoir tous les détails de l'événement. Alors, si tu permets, je vais nous partager là, euh, parce que là, petit problème technique. Pas de problème. Voilà. En fait, c'est l'exemple, puis ça, c'est un petit spoiler, en fait, pour ceux qui ont la chance de participer au Grand Clash. Je travaille justement sur la première mouture euh, du Player Pack. Euh, donc voilà, qu'est-ce que c'est en fait un Player Pack pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est un document qui vient résumer toutes les contraintes, toutes les limites, tout ce qui est paramètres en fait, reliés à l'événement. Donc là-dessus, on va voir quoi? On va voir l'horaire, on va avoir les restrictions s'il y en a. Si on peut regarder rapidement, là, c'est les règles en vigueur. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir, les dates importantes, les différentes échéances qu'on doit avoir. S'il y a des règles sur les modèles, est-ce qu'il y a une exigence de peinture, par exemple? Comment sera coté les parties? C'est quels seront les scénarios? Est-ce qu'il y a des objectifs secondaires? Donc, c'est le cas ici. Euh, donc, essentiellement, je pense que la première chose qu'on doit avoir lorsqu'on veut participer à un événement, avant même de penser à faire sa liste, c'est de lire ce document-là. C'est Moi, je ce suis qui va d'accord avec toi. vraiment. Ouais, tu sais, Je suis d'accord avec c'est. toi parce que ça va influencer plein de choses. Savoir le nombre de points, savoir le nombre de rounds, c'est toutes des choses qui, si on joue plusieurs armées, de un, peut influencer notre choix d'armée. Même chose au niveau des restrictions de peinture. Puis ultimement, ben, en connaissant les scénarios aussi, ça peut affecter quand même aussi le choix de la liste pardon, qu'on va jouer. Et même le choix de l'armée, dépendamment aussi, là. Mhm, Donc, ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, si on peut regarder rapidement les différentes sections, là, euh, juste dans le fond, scroller un peu. Donc, on a les règles en vigueur. Donc, les règles en vigueur, par exemple, là, c'est tout ce qui va toucher à la création d'armées. Euh, donc, c'est quoi les restrictions? Tu sais, Old World, il y a beaucoup de tournois qui font leur propre composition d'armée, si on veut, là, qui vont utiliser leurs propres règles. Donc, ça est là-dedans. Qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment construire ces listes, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. oui, Si on puis descend un petit on peu, voit même aussi, avant que tu continues, on voit même aussi certains tournois comme les tournois officiels Games Workshop oui, qui n'acceptent pas les Army Legacy, alors que nous, au exact. Québec, tous les tournois que j'ai vus jusqu'à maintenant les acceptaient. Ouais. Donc, si vous êtes un joueur Legacy et que vous voulez aller à un tournoi, vérifiez si votre armée est permise. Au Québec, je ne pense pas que ce soit un problème, mais dans d'autres pays, ça peut devenir un enjeu, surtout si vous participez à des événements Games Workshop officiels. Absolument, absolument. L'autre chose qu'on a ici dans ce cas-ci, c'est le pointage. Donc, le pointage, en fait, comment sera gradé vos victoires, vos défaites. Il y a plusieurs systèmes qui sont utilisés. Certains vont dire, ben, c'est uniquement le joueur qui a le plus de points gagnés. Donc, on met l'accent sur détruire l'armée adverse. Dans mon cas, c'est un différentiel. Donc, on ramène ça Mhm. sur 20 points. Donc, dépendamment de l'ampleur de la victoire ou de la défaite, on va avoir des points différents. Donc, c'est une façon de classer les joueurs avec leur victoire-défaite. Ça, c'est une autre chose qui est importante à savoir. Autre particularité que je n'ai pas vu énormément sur la scène compétitive, que j'apprécie beaucoup, parce que un des commentaires qui revient souvent au niveau de Old World, par exemple,
c'est souvent axé sur les points de victoire. Donc, on fait des armées qui sont très, très agressives, mais j'ai toujours une petite touche, si on veut, d'objectif secondaire. Donc, qui peut s'impliquer, en fait, qui peut s'ajouter. Et ça, ce sont souvent basés sur du contrôle d'objectifs, des actions à réaliser. Fait que ça vient pimenter un peu les parties aussi. Ça, c'est très personnel, mais ça reste un système que je trouve intéressant pour diversifier les parties aussi et aussi forcer la main des fois à avoir des unités, à faire des constructions d'armées qui sont différentes pour accomplir certaines tâches dans certains scénarios. Oui, puis dans certains matchs très, très serrés, gardez l'œil sur ces objectifs-là parce que Oui, ça peut ultimement faire la différence entre une nulle ou une victoire ou même une défaite. tout à fait, tout à fait. Encore une fois, des fois, on a des différents prix. Ici, on parle du sportsmanship. C'est quelque chose que je trouve très, très important, par exemple, là. Donc, est-ce qu'on a un adversaire agréable? Est-ce qu'on a une partie, dans le fond? Est-ce que c'est une partie qu'on aimerait rejouer? Donc, moi, je pense que c'est un aspect important du hobby, pas juste l'aspect compétitif, mais l'aspect. Donc, c'est une autre chose à prendre en considération. Est-ce que ça donne des points additionnels pour le classement, ces choses-là? Puis j'inclus aussi la peinture, soit dit en passant, là, tout ce qui est règles de peinture, tout ce qui est-ce qu'on doit avoir des armées peintes, est-ce qu'il y a des prix pour ça aussi, et ainsi de suite. Ben, finalement aussi, là, rapidement aussi, des règles maison, souvent c'est important de statuer sur le comportement, sur à quoi on s'attend, par exemple, lorsqu'on va à un événement au niveau de la gestion du temps, au niveau du nombre de tours. Est-ce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très strict au niveau de, Mhm. OK, parfait, il reste tant de minutes, il vous reste tant de minutes. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus d'informations possible et être conscient. Donc, quand on va quelque part, être conscient justement de ces choses-là. Puis un élément aussi qui est très, très pertinent présentement, je vous dirais, dans les événements, avec la prolifération du 3D print. Euh, Ouais. Toujours aviser, en fait, là, les organisateurs, si vous avez des modèles, des figurines qui sont justement euh, 3D print, qui sont d'une compagnie X externe, la politique de l'événement. Donc, toujours, si vous avez ces figurines-là, toujours valider avec l'organisateur, c'est toujours intéressant. Je pense que ça fait le tour pas mal là, Ouais. au niveau du player pack. Une fois qu'on l'a consulté, bon, il faut choisir l'armée qu'on va apporter. Ouais. Sur quoi tu Mm. te bases personnellement? Je sais que tu es un joueur nain. Est-ce que tu as Ouais. d'autres armées? Ben, la réponse est oui, dans le sens que j'ai accès à d'autres armées, mais tu sais, encore une fois, si je me mets dans mon background plus Age of Sigmar, même Armor 40 000, j'ai toujours eu plusieurs armées. Euh, Ceci dit, je me base en fait sur souvent, il peut y avoir plusieurs facteurs. Un, puis ça, c'est, je pense, pour moi, c'est le premier, là. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? 100%. Euh, 100%. C'est la meilleure réponse. Tu sais. ouais, tu sais, c'est ça, parce que dans le fond, ça m'est déjà arrivé souvent je pense entre autres, dans les plus hauts niveaux d'Age of Sigmar que je me dis, OK, tu sais, je m'en vais jouer 6 parties sur un autre continent, puis tu sais, j'ai pas envie de jouer quelque chose toute une fin de Que tu n'as pas semaine envie de jouer. que j'ai pas envie de jouer. Puis que je vais me dire après 2 parties, calé que je m'emmerde, puis ça me tente pas Ah de jouer ouais. avec ça. Donc, premièrement, là, moi, je dirais avec vraiment ce que tu as envie de jouer, ce que tu as le goût de jouer. Puis ça, c'est la première chose qui devait primer, peu importe. Puis certains joueurs, effectivement, qui eux autres, ils veulent la victoire à tout prix, et ça existe et ça arrive, vont se baser sur présentement qu'est-ce qui est hot. C'est quoi Ouais. dans la méta actuelle, qu'est-ce qui est hot, puis qu'est-ce que je joue, puis je vais avec ça, puis c'est correct. Moi, personnellement, j'en tire pas vraiment un plaisir. Il va aussi y avoir des joueurs qui ont accès à plusieurs armées puis qui aiment ça changer d'armée une fois à l'autre, puis ils vont dire ah, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de choses là. Mettons, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de Bretoniens parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dernièrement. Qu'est-ce qui serait le fun ou bon contre les Bretoniens? Puis c'est correct de se dire ça aussi, Ouais. sans avoir une mentalité de je cherche absolument à jouer la liste la plus brisée, puis juste de dire OK, je m'en vais à Sherbrooke, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs nains, beaucoup de joueurs bretoniens. Tu sais, Mhm. il y a peut-être des listes qui vont être plus le fun à jouer dans ce contexte-là, pardon, que d'autres. Puis ça, c'est quand même une considération qui est tout à fait légitime. Je pense considérer la méta dans son ensemble pour se dire, hey, si je veux avoir une belle expérience de jeu, puis que j'apporte ça dans ce que je m'attends à voir, ça pourrait être plate. Je suis peut-être mieux de jouer Oui. mon autre armée si on a des options, bien évidemment. Sinon, comme moi, dans mon cas, je joue Tomb Kings. Donc, je sais que c'est ça que je vais jouer d'un tournoi à l'autre, mais ça va quand même influencer ma sélection de liste en fonction de ce que je m'attends à voir. On va en parler dans un instant, justement, de la sélection de liste. Toi, sur quoi tu te bases? Ouais, écoute, c'est une très bonne question. C'est sûr. Puis, tu sais, je pense que
Encore une fois, la réponse facile, c'est de dire euh, quelque chose que tu as envie de jouer. Tu sais, j'ai passé quand même, là, j'ai fait trois événements, euh, mettons, dans les derniers mois. Là. Euh, Mhm, donc, c'est un 12 games, à peu près 12 parties compétitives. Ma liste a beaucoup évolué. Donc, en fait, quand je bâtis une liste, je regarde un peu, bien sûr, dans le méta local. Donc, pas juste dans ce qu'on voit sur Internet, mais dans le ben méta ouais. local. Tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup de Tomb King, beaucoup de nains. Bon, ben, je m'attends à jouer contre ça, donc il faut que j'ai une réponse contre les choses de ces armées-là. C'est tout à fait normal. Ceci dit, spécialement en Old World, on a, sans dire un méta local, mais on a aussi une tendance avec des gros monstres. Donc, quand je fais une Mhm, liste, il faut que si je joue contre un dragon, un bon dragon par exemple, un dragon High Elf, un dragon du chaos, comment je vais le gérer? Donc, tout à je fait. dois avoir des objectifs spécifiques. Euh, si j'ai par exemple des unités, une armée de chariots, comment je vais les gérer? Si j'ai une armée de machines de guerre avec des Doom Divers, comment je vais les gérer? Si j'affronte une armée, par exemple, je sais pas moi, avec des fanatiques, comment je vais les gérer? Donc, l'idée, c'est essayer de voir, dans ton cas aussi, on a pas longtemps, le Green Knight, par exemple, comment je vais le Mhm, gérer? Ça prend des à manger. Donc, l'idée, c'est de voir les différentes possibilités, comment cette liste-là peut gérer ça. Puis partir d'une stratégie de base. Euh, moi, pendant 2 tournois, ma stratégie de base, c'était des blocs d'infanterie derrière 2 unités d'Iron Drake. Et c'était un slow moving castle ou des fois un no moving castle. Et l'idée, c'est de tirer, 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 tirer le plus possible et forcer l'ennemi à venir vers moi. Et lorsqu'il me charge, si je parle de combat stubborn, je vais derrière, je le force à entrer dans mes blocs. Le mhm, constat que j'ai fait après 2 événements, j'avais une belle stratégie, puis j'avais comme anticipé, mais c'est que la plupart de mes adversaires ne m'engageaient tout simplement pas. Et ça devenait des parties qui finissaient souvent des matchs nuls ou des 11-9, 12-8. Puis, ultimement, ce n'était pas des parties qui étaient très, très engageantes pour moi. Non. Euh, donc, évoluer à partir de qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux, c'est quoi ta stratégie, c'est quoi le méta, puis trouver la meilleure façon d'y arriver. Fait que c'est un processus évolutif. Dans ton Moi, côté, qu'est-ce que. j'ajouterais un, Moi, j'ajouterais un point justement. Moi, je me fie beaucoup sur mon style de jeu aussi par rapport à quel genre de liste je vais apporter. Puis Ouais, je pense que tu y touchais un petit peu à la fin ton style de jeu. Tu commençais à faire un slow moving castle. Je, je prends l'exemple des Tomb Kings. On a actuellement beaucoup d'options au niveau du list building. On peut faire une Grand Army, un culte mortuaire, un Royal Host. Il n'y a pas de problème. Le playstyle du culte mortuaire ne m'interpelle pas beaucoup. Où est-ce que c'est très, très statique? On y va juste avec, OK, je vais tout utiliser mes guns avant que tu arrives. Quand tu vas arriver, il va tellement rester rien que je vais gagner, puis je vais juste ramener des troupes à l'infini. J'aime ça, être plus agressif. Donc, moi, c'est quelque chose dont je tiens compte dans mon list building. Là. mhm. Tant que c'est possible de le faire, j'essaie d'y aller avec quelque chose qui me convient plus. Je dis pas que je changerai jamais non plus de style de jeu, mais en ce moment, j'ai un style de jeu qui est très flexible où est-ce que je cherche vraiment à appliquer des points de pression sur l'armée de mon adversaire dans le but éventuellement d'exploiter une faille. Ouais. Donc, ma liste tient compte de ça. Beaucoup plus que la meilleure liste Tomb King, c'est de dire ah ouais, je vais jouer Mortuary Cult, je vais avoir 3 magiciens, 2 casquettes of soul, puis 12 et plus ou Shafties. Moi, c'est vraiment plus qu'est-ce qui convient à mon style de jeu, euh, qu'est-ce que je vais être capable d'exploiter pendant 3 parties, parce que je veux avoir du plaisir hein, en jouant ce match-là. Puis moi, tirer uniquement pendant 3 matchs, c'est pas ça que j'ai envie de jouer. Donc, je vais avec quelque chose de plus agressif aussi. Puis, tu sais, je vais aller aussi une coche un peu plus, là. Quand on parle, par exemple, des netlists, tu sais, on parle de c'est des listes dominantes qu'on voit partout, puis ça devient rapidement copié, dans le sens que puis on en parlait récemment, en fait, pour moi, on parlait de Richie Amphlett, là, qui est Mhm. la chaîne Dowie After Dark, qui remporte des tournois avec les nains, puis qui fait des 5-0 sur des GT. Mais ultimement, tu sais, fait que ça liste souvent, puis je vois sur les différents groupes, c'est comme Wow, OK, tu sais, ça marche, puis je vais copier cette liste-là, puis je vais l'amener. Euh, il y a deux choses là-dedans. Un, tu as un sentiment, un faux sentiment d'invincibilité. Dans le Ouais. sens que clairement, si je prends cette liste qui a fait un 5-0, je vais la prendre et je vais faire un 5-0. Donc, ça vient un peu causer, ben, j'ai peut-être pas besoin d'être
si de la connaître tant que ça inside out, je sais que c'est bon. Donc, ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, c'est que plus ces netlist-là, on va les voir, plus les gens vont développer des réponses à ça. 100%. Ils vont s'attendre à voir ça. Des fois, jouer son propre build, ça a son charme aussi. Donc, c'est juste mon petit commentaire sur netlist. Ben, C'est bien, mais c'est intéressant parce que ça nous permet de faire une transition vers le prochain point sur la liste. Pour se préparer à un tournoi, pratiquez votre liste, ouais. connaissez votre liste. Tu viens de le dire, moi, là, Mhm. autant à War Machine qu'à The Old World, je regarde ce que les autres font, mais ultimement, je pratique mes listes, je peaufine mes listes parce que la connaissance de ce que mon armée peut faire, ça vaut beaucoup plus qu'une liste qui a gagné un tournoi quelque part. Exact. Je connais pas l'autre joueur, je sais pas contre qui il a joué, je sais pas c'était quoi la qualité de ses adversaires, je connais pas sa qualité de joueur non plus. Versus, Non. ben, moi, je connais mon style de jeu, je connais ma liste inside out, les stats, chez quelle unité ça peut bien performer contre quoi. Ça, pour moi, c'est de l'information beaucoup plus utile que ah ben telle liste a gagné contre a gagné un tournoi, pardon, dans tel pays ou dans tel tournoi où est-ce qu'il y avait telle règle de composition. Puis je vais aller aussi à une autre petite coche en disant que, tu sais, tantôt on parlait du player pack, un lien entre Ouais. player pack contre Socialist, puis tu sais, souvent les événements vont avoir des restrictions de temps. Dans le sens que bon, c'est 3 heures pour une ronde, 3h30 pour une ronde, peu importe. Euh, Jouer une armée qui va vous permettre de finir vos games. Euh, Ça, tu sais, j'ai vu énormément de joueurs se plaindre, critiquer, peu importe, dire ouais, mais si j'avais un tour de plus, si j'avais ci, j'avais ça. Des fois, tu as des choses que tu ne contrôles pas, dans le sens que tu ne contrôles pas la vitesse de l'adversaire. Tu ne contrôles pas sa liste non plus. Par contre, toi, tu contrôles ce que tu joues. Si tu es capable, si tu connais assez bien ta liste pour la maîtriser rapidement, tu sais qu'est-ce que tu fais dessus, ton déploiement est plus rapide. Je sais qu'on va toucher au niveau Tout du à fait. déploiement aussi. Là. Si tu contrôles ça, je sais, OK, tel scénario, c'est comme ça que je me déploie, t'accélères, t'accélères la partie, puis en fait, c'est que tu diminues les chances de ne pas finir tes rondes, de ne pas avoir justement, donc de mettre ton plan exécution complet. Donc, ça, c'est quand même, quand choisir une armée, là, si j'ai une armée que je sais que ça va être, j'adore mon armée, là, mais si je sais que ça va prendre du temps à jouer, puis mes phases, c'est sûr que c'est plus de phase de magie, mais que mes phases de tir sont interminables, que mes phases de stratégie sont interminables parce que j'ai 12 niveaux de magie, puis je fais plein de sorts, plein de sorts, plein de sorts. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arriver, puis j'ai manqué de temps, on a joué 3 tours, 4 tours, puis ben OK, mais on n'a pas fini la partie. Mais, ça allait bien, mais on n'a pas fini la partie. Mm. Fait que je pense que c'est un autre facteur qu'il faut prendre en considération. Oui, puis des fois, on a tendance à dire ah, telle unité, c'est vraiment une activation vraiment intéressante dans mon tour. Puis Ouais. finalement, c'est ouais, mais ça te prend 25 minutes de jouer cette activation-là. Puis au final, c'est pas si intéressant que ça. Donc, ça, c'est des choses à tenir compte là, c'est des informations qu'on peut aller chercher en pratiquant notre liste plutôt qu'en prenant juste une liste sur Internet, copier-coller, let's go, on joue cette liste-là. Moi, dans l'optique de pratiquer sa liste, là, tu en as touché, tu en as glissé un mot, pratiquer son déploiement. OK, si je joue contre un Green Knight, je vais identifier le forêt, je vais essayer de me déployer à l'opposé des forêts, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne peut pas partir dans mon dos puis commencer à faire une chaîne de terreur. Si je joue contre un Castle Nain, euh, qu'est-ce que je m'attends à voir sur le champ de bataille? Ben, il risque d'être dans un coin. Essayer d'identifier quel coin lui va choisir, qu'est-ce qui est le plus profitable, essayer de lui empêcher que ce coin-là ce soit le plus éloigné pour lui. Comme ça va peut-être Mhm. le forcer à faire un déploiement qui est moins optimal. Se dire aussi, justement, ben, je joue contre un joueur nain qui joue Castle dans son coin. Comment je fais pour fermer la distance le plus rapidement possible? Mon Mhm. déploiement, moi, je me souviens, un match contre les nains, c'est une de mes défaites les plus cuisantes. Euh, En ce moment à The Old World, j'étais tellement mal déployé que j'ai passé 4 tours à avancer vers lui puis à me faire tirer sans rien faire. J'avais perdu ce match-là avant même qu'il commence, puis c'était 100% dû à mon mauvais déploiement. Donc, pratiquez vos déploiements, imaginez-vous les différents scénarios, puis une fois que tu en as fait un ou deux mauvais déploiements, là, tu comprends toute l'importance, puis tu planifies davantage, puis il y a des matchs qui se gagnent et se perdent dans cette phase-là. C'est ultra important de le pratiquer. Puis c'est une autre façon que Warhol peut être un bel outil aussi.
Ça te permet, tu sais, à 100%. la limite, tu dis avec un ami à check à soir, hey, on peut-tu juste faire une pratique de déploiement? On prend les 3-4 scénarios qui seront joués lors de l'événement, puis on se déploie, juste voir comment tu réagis, comment tu fais ci. Puis ça peut être un outil intéressant quand on n'a peut-être pas nécessairement là, accès à des adversaires en personne tout le temps, mais 100%. Pour vrai, le nombre de fois dans mon temps plus compétitif que je faisais des déploiements fantômes, en fait, juste des fois juste pour Mhm. mesurer ton empreinte sur la table. Telle unité, OK, s'il y a OK, ça me prend au moins tel nombre de pouces pour faire telle chose, être capable de rapidement avoir ces mesures-là en tête, puis de visualiser, en fait, comment on peut se déployer, c'est vraiment intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi. Puis ça fait gagner du temps précieux aussi. Tu sais, j'ai vu des joueurs qui Mhm. déployaient pendant 30-40 minutes. Ah ouais. Moi, je viens de War Machine où on est habitué de jouer un match en 2 heures complet. OK? Puis Mm. chaque joueur a 1 heure. Fait que ton déploiement, là, si ça te prend plus que 5 minutes, ben, t'es désavantagé par rapport à ton adversaire. Donc, pratiquez-les. Puis je vous dis pas que vous avez besoin de jouer vos matchs avec un cadran, mais pratiquez vos déploiements, chronométrez-vous pour dire, hey, ça m'a pris tant de temps. Ouf, est-ce que je suis efficace ou est-ce que je pourrais être plus efficace? Comment je peux être plus efficace? Mm. Ça, c'est des petits points en préparation. Tu n'as rien à faire un soir, là. Fais-toi un déploiement fantôme. Même, tu n'as même pas besoin de quelqu'un avec Warhol. Tu te dis, OK, mon adversaire, il joue tel genre d'armée, il va faire tel genre de move. Qu'est-ce que je fais? Essayez d'anticiper ces scénarios-là. Vous êtes capable de le Mhm. faire. Ça peut nous permettre de gagner du temps précieux puis d'éviter de se ramasser dans une situation où, oups, ben, finalement, ça me prend plusieurs tours avant même de pouvoir penser Ouais. engager. Puis à ce moment-là, j'ai déjà perdu le match, à moins qu'il y ait un scénario catastrophique pour mon adversaire. Ouais, je suis d'accord. Fait que bref, c'est tout ça, tout ce qui est pratique, tout ce qui est, tu sais, plus tu as de connaissances. Puis on n'est même pas encore rendu au niveau de connaissance des listes adverses, là. Non. Parce que ça aussi, ça reste que ça accélère la partie dans le sens que Mhm. s'il faut que l'autre t'explique son armée de A à Z, c'est aussi du temps de moins que tu as. On pourra faire un autre épisode là-dessus. Donc, comment, sans tout connaître des armées adverses, quelles questions poser rapidement en début de partie. On pourra faire Tout un à petit fait. épisode là-dessus aussi, là. Mais essentiellement, ça, c'est pas mal ça, en fait, pour l'aspect construction. Mais Ouais. sinon aussi, d'autres choses qui peuvent accélérer, faciliter, c'est tout ce qui est des accessoires, en fait. Donc, qu'est-ce que tu dirais sont des musts en tant que joueur dans un événement? Qu'est-ce qu'un joueur doit avoir pour accélérer, pour faciliter, en fait, son expérience? Super bon point. Ben, tout d'abord, tous les gabarits de ce genre-là, bon, ça, c'est les officiels Games Workshop, sont pas nécessairement faciles à avoir. Je vous propose, je vais prendre le temps de vous le montrer, je vous propose d'aller voir le site de la compagnie Art of War Studio. Là, j'ai toujours des Et, problèmes, et- voilà, il est ici. et non pas Justin Trudeau, là. Non, Art of War Studio qui est ici. Donc, c'est super intéressant. Ils ont des kits génériques pour The Old World, mais vous pouvez aussi avoir un kit personnalisé pour votre Ouais. armée. Vous pouvez aller chercher aussi les sorts. Par exemple, si on va voir un petit peu plus loin, là, si vous voulez avoir bon, le Battle Magic set qui est ici, vous pouvez choisir des Mhm. couleurs. Nous, on n'a aucun lien avec cette compagnie-là, mais je l'ai découvert sur les groupes Facebook de Warhammer The Old World, puis je trouvais que c'était une belle manière d'aller chercher des petits gaming aids, là, des petits Ouais. accessoires vraiment pratiques qui permettent de s'assurer d'avoir en match un game state qui est clair pour notre adversaire, pour nous, OK, tel sort est sur telle unité fait une charge, mon vortex il est là. Donc, ça moi j'adore ça, ce genre de petit accessoire-là. Sinon, Ouais, puis vas-y. ben, ça évite en fait tout ce qui est mésentente. Ah oui, j'avais mis telle affaire sur tel buff. Ouais, mais je vois, t'as pas de token, t'as rien. Mais juste ça, ça aide aussi effectivement à- à se rappeler, à éviter toute forme d'ambiguïté en fait, puis tout ce qui serait peut-être discussion moins intéressante sur ben moi je me souviens que non, moi je me souviens que oui, puis là, Hmm. c'est un débat qui mène à rien, là. Donc, je pense que c'est effectivement des beaux ajouts à avoir. Regarde, dans le même ordre d'idée, je pense qu'on le voit Mhm. ici, ça s'appelle Ouais. un wound counter. Moi, Mhm. ça, là, ça évite toutes les ambiguïtés au niveau de combien il reste de vie sur mon personnage. Il n'y a personne qui joue de la même façon. Il y a des gens qui marquent tu m'as fait 2 blessures. Moi, je trouve que la meilleure façon, la façon la plus claire, indiquer combien il reste de vie à votre personnage à l'aide de ces petites roulettes aimantées-là. Il y a pas, Ouais. personne n'a besoin de faire de mathématiques. Si le chiffre c'est 7, c'est qu'il en reste 7.
c'est pas que j'en ai fait 7, il y en a 10, il en reste 3. OK? Ouais. Donc, ça, c'est pas cher, ça se trouve sur Etsy. Je pense que Art of War Studio en a aussi. Ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions avec son adversaire, c'est clair. Indiquer ce qui reste comme vie. Moi, vous voyez, là, j'en ai 6, puis ils sont aimantés, ils se mettent un par-dessus l'autre. J'adore ça. C'est vraiment un must. Je pense que ça m'a coûté 10 ou pas beaucoup plus que ça pour en avoir 6. C'est vraiment un accessoire que j'apprécie. Un autre accessoire essentiel, il y en a différentes versions pour avoir les arcs de flanc, les lignes de vue. Donc, ça se place sur le coin de votre base. Après ça, en conjonction avec un laser, si vous en avez un, ou sinon juste en l'évaluant, ça permet de déterminer, OK, je suis dans ton flanc, ou est-ce que je peux te voir, est-ce que je peux pas te voir. Chaque joueur devrait en avoir un, même 2 des fois, parce qu'on veut vérifier les choses, là. Moi, j'en ai 2, j'en ai un comme ça, puis j'ai celui que vous aviez donné au Grand Clash l'année dernière. C'est un format un petit peu différent, mais ça aussi, là, c'est le genre de petit accessoire essentiel dont personne ne devrait se passer. J'en ai glissé un mot, un laser, pas un essentiel, mais ça peut être drôlement facilitant, surtout pour les skirmishers qui doivent déterminer les lignes de vue sur un modèle Ouais. individuel. Est-ce qu'il y a de la ligne entre les skirmishers? Ça évite toute confusion possible, ça permet de jouer proprement son match. C'est un beau petit accessoire à avoir. Army Painter en vend un. Je pense qu'il est 14-15 pas plus que ça. Il est super durable. Moi, j'en ai, je pense, 3 ou 4. C'est juste que là, je ne les ai pas trouvés aujourd'hui. Ils sont disséminés un peu partout dans la maison, Ouais. mais j'en ai plusieurs. Les dés, on en a besoin, plusieurs. Les dés qui viennent avec les figurines Games Workshop sont bien parce que c'est facile de voir le chiffre, mais ils sont petits. Je vous conseille fortement des dés. Ça, c'est un 14 mm. Quelque chose qui est facilement lisible. Moi, je peux en prendre 12, puis j'ai pas l'impression d'avoir les mains là, qui tiennent quelque chose de gros comme ça. Je sais que les 16 mm sont très, très populaires. Personnellement, je les trouve trop gros. Quand tu commences à en lancer beaucoup, je trouve ça pas évident. Ça revole partout sur la table. J'aime beaucoup le format 14 mm, puis quelque chose qui se lit bien. Parce que ça, c'est une chose qui arrive en match, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Quand je roule des dés, je m'assure que ce soit proche de mon adversaire pour que lui aussi puisse voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui fait juste du fast dice rolling sans que tu puisses jamais voir quoi que ce soit, c'est pas super plaisant non plus comme expérience. Non, puis même des dés, en fait, là, qui sont difficiles à lire, des beaux dés, puis j'ai plusieurs Ah, des Games Workshop en tête, là, que je me rappelle les dés, je pense que c'est les lunettes ou les donettes, là. C'est des barils un peu, c'est des cylindres, puis c'est beau, là, mais Calvin, tu peux pas lire ça. Fait que c'est sûr que je pense que c'est un minimum d'avoir des dés effectivement qui sont lisibles. Puis même, en fait, moi, j'aime beaucoup les dés avec des symboles pour les 6 ou les 1, ouais, dépendamment. Moi, j'aime mieux les 6. Fait que ouais. t'as pas d'ambiguïté. Tu sais que ça te Hmm. prend un 6, ça prend le symbole. Moi, Tu j'aime le bien vois, ça il est aussi. clair. Moi, tant que le format est suffisamment gros, tant que les chiffres sont clairs, j'ai aucun problème. Ceux-là 100%. viennent de Die Hard Dice. Mhm. Ils étaient vraiment pas chers pour 24, ouais, 20, même, ouais, plus que ça, 30. Puis ils étaient comme 22 Donc vraiment pas cher, un beau format. Je sais qu'ils sont disponibles sur Internet ou dans plusieurs boutiques locales, comme chez nous au Griffon, c'est disponible. Je trouvais que c'était un format intéressant. Puis pendant qu'on parle de dés, j'ai fait une trouvaille au Dollarama, un gros dé qui me sert de turn counter. OK? Ouais. Je le trouve super pratique pour mon adversaire, pour moi. On met ça quelque part sur une tour ou un endroit qui est évident. Puis ça nous permet de s'assurer qu'on sait toujours à quel tour on est rendu. Ça m'a coûté 1,60 au Dollarama, mais c'est rudement pratique. Sinon, un tape à mesurer, ou toi, je sais que tu apprécies aussi là, les espèces de measuring sticks que j'ai Ouais. longtemps utilisés dans War Machine, mais je sais que toi, tu les utilises aussi pour jouer à The Old World. Ouais, en fait, là, puis j'ai des chanceux. En fait, là, c'est un ami qui m'a donné ça, un beau cadeau. Yann Miller, je le salue en même temps. C'est des règles, en fait, là. Puis c'est Mhm. Caleb Walters sur Etsy qui vend ça. C'est un beau set. Vous avez des règles, dans le fond, de 3 pouces à aller jusqu'à 15, si je ne me trompe pas. Et c'est aimanté. Fait que tu peux même faire des 17 pouces en combinant des règles. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que souvent, avec les tapes, on est dans des positions, Mm. des fois, un petit peu difficiles. Et ça reste une règle. Donc, ça reste un tape. Fait que des fois, le petit millimètre de plus, puis là, c'est pas compliqué. Je bouge de 3, paf, la règle est là. Merci, bonsoir. Est-ce qu'on se rend? On la met sur la table, ça se voit oui ou non. Et c'est des mesures qui sont exactes.
Donc ça, c'est toujours en fait, c'est pas compliqué dans les plus hauts niveaux. Pratiquement un joueur sur deux, puis c'est en croissance, là, ça joue avec ça. C'est un beau kit, ça se transporte super bien. C'est une belle petite table qu'on peut coller ces règles-là. Donc, je trouve que c'est vraiment pertinent à ce niveau-là. C'est un bel ajout. Fait que je pense, encore, de mémoire, je pense que c'est sur Etsy que Caleb les fait. Puis il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres entreprises Mm. qui font ces mêmes choses-là. Mais j'aime comment il est fait sur un tableau aimanté, là. Donc, c'est vraiment un très bel outil aussi à avoir. Ouais, je t'en ai parlé, j'en ai fait, puis j'en ai vendu, moi, pour War Machine pendant longtemps, puis Ouais, c'était quelque chose que ouais. j'appréciais beaucoup. Puis là, te voir les sortir l'autre jour, ça m'a donné le goût de ressortir les miens. Donc, ça va revenir sur ma table de jeu. Ça permet, là, des fois, là, pour certains trucs plus précis, voir, OK, oui, un tape à mesurer, c'est bien pour la majorité des choses, là, mais pour Ouais, bouger des skirmishers, c'est vraiment le fun. Puis pour ouais. s'assurer, OK, garde, moi, je veux me placer hors de portée de charge. On est d'accord, oui, c'est bon, on joue avec l'intention, on l'a vu, même si c'est quelque chose qui est bougé après ça, on sait que ça a été placé pour que ce soit impossible. Donc, il y a pas de mauvaise expérience d'or, mais là, finalement, il est en portée de charge comme ça, puis on ne l'avait pas vu. Donc, ça peut Mhm. vraiment être utile pour calculer ces choses-là. Sinon, moi, c'est la dernière chose que j'allais dire qui est pas mal essentielle, c'est les cartes de magie. Ouais. Des fois, je vois des gens là, qui écrivent leur sort à quelque part. Si vous pouvez acheter les cartes Games Workshop, c'est bien. Sinon, je vais mettre un lien dans la description d'un gars sur Internet qui a fait des formats de cartes des sorts de The Old World, style carte Magic. Vous pouvez les faire imprimer en couleur, puis vous pouvez prêter la carte à votre adversaire quand vous générez vos sorts, c'est facile. Moi, je trouve que c'est encore une fois quelque chose qui facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup la compréhension du jeu, le déroulement du jeu, qui évite l'ambiguïté. Donc, vos cartes de magie. Si vous ne les avez pas, allez voir le lien dans la description. C'est gratuit. Vous pouvez encourager même la personne là, qui les a faites. Il y a une option de lui payer un café. J'aime bien Mhm. le concept. Donc, je vous encourage à vous les imprimer. Moi, je les ai mis après ça dans des protecteurs de cartes Magic. Ça fit parfaitement. Classique. Puis, c'est super durable. Là. Si vous n'êtes pas prêt à payer le premium des cartes Games Workshop ou s'ils sont tout simplement plus disponibles parce Ben, je qu'on pense sait que que c'est plus c'est quand même quelque disponible. chose. Ouais, c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment avec certains articles chez Games Workshop. Avant le Maintenant, tournoi, maintenant. oui, ben c'est Ouais. ça. Ben, en fait, c'est ça que je voulais dire, en fait, justement, c'est que on est dans. Bon, t'as bâti ta liste, t'as lu ton player pack, t'as pacté ton sac avec toutes tes choses. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire une fois que ma liste est faite, que j'ai lu le player pack, que j'ai mes accessoires? Avant le tournoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Ben, t'en as parlé, pacter, tout mettre son armée dans notre système de transport, ça c'est super important, mais avant de le faire, assurez-vous que autant que possible, vous avez des socles de la bonne taille ou vous avez un Ouais. convertisseur pour que ça soit facile de jouer. Euh, Vérifiez que vous avez tous vos modèles dans votre sac de transport. Mhm. Moi, je me souviens là, d'être allé en Ontario puis qu'il y avait des gens qui avaient oublié des modèles. On finit toujours par s'arranger. On a des communautés extraordinaires, mais ça peut être stressant puis c'est plate. Là. As-tu une histoire en lien Je avec vais ça? tellement te battre avec ça, là. Pas moi personnellement, mais je l'ai vu. C'était au ND Open, il y a quand même plusieurs années à Fantasy. Il y avait un joueur, c'est John Chastity. OK? Puis je pense, son frère va venir au Clash. Super sympathique, Tony. Salutations si tu nous écoutes, même s'il parle juste anglais. Mais John, c'est un des top joueurs. OK? Lui, il venait du Vermont à chaque année à Québec pour jouer. Il est arrivé là, puis il avait oublié sa valise. Il avait Oh oublié non, son armée. Il n'y avait aucune armée, aucun bonhomme. C'est pas, mettons, ah, j'ai oublié mon War Dancer. non, non, non. Non, j'ai oublié. Il y avait des valises similaires, puis il avait pacté la mauvaise valise. Fait que ça paraît anodin, là, ça paraît cucu, dire, hey, Ah, vérifiez vos valises. Ben oui, vérifiez vos valises. C'est pas plus ça compliqué peut que ça. arriver même à d'excellents joueurs qui ont Oui. l'habitude de voyager, donc ça arrive à Ah tout le ouais. monde. Ah Mm. ouais, ouais. Exactement. Non, moi, je dirais, faites imprimer une copie de votre liste pour votre adversaire. Pendant, pendant le match, vous pouvez dire, regarde, tu peux regarder ma liste, elle est là, mes objets magiques sont là. Si tu veux voir les statistiques, ça facilite la communication, ça évite aux joueurs de toujours devoir poser les questions. Il peut regarder les choses pendant que vous êtes en train de faire votre tour. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment facilitant. Tu en as parlé tantôt, valider auprès de l'organisateur Ouais. la validité de certains modèles 3D printed, par exemple. Euh, Envoyez votre liste à l'organisateur sur Best Coast Pairing dans les délais prévus, s'il vous plaît.
Oui, oui, oui. Là, on dit Best Coast Pairing, il y a d'autres logiciels, d'autres moyens Ouais, d'avoir des événements, mais en tout cas, celui qu'on utilise beaucoup au Québec, c'est Best Coast Pairings. C'est celui que Games Workshop utilisait pour les championnats mondiaux récemment à Atlanta. Euh, puis, encore une fois, oui, une liste papier, c'est intéressant, c'est important, mais en même temps, si on remplit bien ça, toutes les listes sont sur l'application, puis c'est juste que non seulement quand tu mets, c'est bizarre, là, mais d'un point de vue d'organisateur, quand ta liste est en ligne, ça veut dire que tu confirmes ton intention de venir. ben oui. Donc, des fois, si j'oublie ma liste, ben, moi, en tant que Tio, ben, est-ce qu'il vient pas? Il n'a pas mis sa liste. Juste ça, regarde, parfait, je mets ma liste. C'est juste être fair, c'est juste, et ça donne la chance à l'organisateur de valider si la liste a des erreurs aussi dedans. Donc, c'est juste de la bonne étiquette, en fait. Donc, puis ça, c'est informez-vous, en fait, justement, sur c'est quoi les demandes des organisations, Mm. c'est quoi la date butoir. Puis je comprends qu'il y en a qui veulent attendre à la dernière minute parce qu'ils font des choix déchirants, mais essayez le plus possible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est tout l'inverse. Ma liste, c'était pour le qualifier, était en ligne, je pense, dès que je l'ai annoncé. Ouais. Moi, Mais j'ai changé des choses jusqu'à la. J'ai attendu, je pense, ouais, tu nous c'est ça. avais donné comme deadline 10 heures. Moi, je pense que je l'ai envoyé autour de 9 heures. Ma liste est À peu encore près. là, en train de douter de certaines choses. Sauf qu'elle Exact. était remise avant la date butoir, je tiens à le C'est préciser. ça qu'il faut. Euh, C'est ce qu'il Puis, faut. tu sais, toi, comme organisateur, tu dois vérifier la validité des listes. Contrairement à ce que les gens pensent, les fameuses applications Old World Builder, New Recruit, Army Builder ne sont pas infaillibles, loin de là. Ils nous Non. permettent des fois de faire des choses qui sont complètement illégales. Donc, vous, comme joueur, assurez-vous de la légalité de votre liste en allant confirmer, pas avec les applications, avec vos règles de composition qui sont dans votre Arcane Journal ou dans le Ravening Hordes, dans Forces of Fantasy. Ça, c'est super important. Puis, envoyez votre liste à l'avance pour que l'organisateur puisse repasser derrière vous pour s'assurer qu'il n'y a pas une petite erreur de bonne foi qui s'est glissée à quelque part. Puis, tu l'as dit un peu de le point de vue Théo, puis je pense que c'est ton prochain point, là, mais tu sais, puis ça, regarde, j'ouvre une parenthèse sociale, je fais le prof en moi, là. C'est un phénomène qui est répandu au niveau de la société depuis quelques années, le no-show. No show. Euh, on en parle souvent, les restaurants, les rendez-vous. Pour vrai, là, on est tous conscients que la vie existe et qu'il y a il y a un paquet d'embûches potentielles. Mais si vous ne pouvez pas participer à l'événement, vous avez une contrainte dernière minute, peu importe, avisez. Oui, T'sais, s'il vous plaît. Sérieusement, là, c'est juste, il n'y a rien de plus désagréable pour un organisateur de OK, il manque une personne, est-ce qu'elle est là? Puis surtout quand on parle de tournoi, que c'est un nombre pair de joueurs, un nombre pair de Mhm. matchs, on a souvent un joueur qui agit comme ringer, donc comme complément si on veut, pour si on est un nombre impair, il faut que tout le monde joue. Euh, donc, des fois, c'est juste, est-ce que j'ai besoin de cette personne-là? Est-ce que non? Qu'est-ce que je lui dis? Donc, si vous ne pouvez pas aller à l'événement, de grâce, s'il vous plaît, avisez l'organisation. Un petit courriel, ça prend 2 secondes. Généralement, on se connaît, un petit texto sur Messenger, peu importe. Ou sinon, passez par un ami. En passant, Alex ne viendra pas. Ah, Ouais. parfait. C'est Puis, juste ça puis des fois, il y a une liste d'attente pour le tournoi. On peut trouver un aussi. remplaçant. Sinon, il y a quelqu'un qui était comme ah, je viens juste parce que j'ai dit que j'y allais, mais ça me tente. Dites-le, il n'y a personne qui va être C'est ça. fâché contre vous. Bien au contraire, ça va juste nous permettre de s'assurer que la journée se déroule le mieux possible pour tout le monde. Puis, toi et moi, comme organisateurs de tournoi, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à organiser des événements qui sont plaisants pour vous en ayant ce petit côté là, étiquette-là. Avisez-nous si vous ne pouvez pas venir, c'est pas grave. On va juste essayer, nous, de s'organiser au meilleur de ce qu'on peut faire. Euh, non, moi, une chose que j'aime beaucoup faire quand c'est possible, c'est prendre connaissance des autres listes Ouais. qui vont être là. Une fois que toutes les listes sont envoyées, habituellement, les listes sont publiques ou on peut les publier à quelque part. Ça, moi, j'aime beaucoup. Je l'avais fait l'année dernière pour le Clash. J'avais regardé liste par liste, puis là, je me disais, OK, compte telle liste, voici les choses Mhm. que je dois surveiller. Ça m'aidait, tu sais, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure de notre déploiement. Ben, je savais que contre certaines listes qui avaient beaucoup de Monster Slayer, je devais faire attention à ça ou quand il y avait beaucoup de magie, qu'est-ce que je devais faire. Donc, moi, je me fais toujours, là, je me prends un document Word, je marque chaque joueur avec qu'est-ce qu'il y a dans son armée, qu'est-ce que je dois surveiller, est-ce que je pense que c'est bon ou pas pour moi. Comme ça, quand j'arrive dans le match, j'ai déjà ce petit côté-là. OK, oui, c'est vrai, lui, il joue telle affaire, je suis confiant contre ça, ou lui, il joue quelque chose qui est vraiment problématique, il faut que je fasse attention dans mon déploiement. Tout à fait.
D'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a le temps, qui a les connaissances, qui a l'accès au matériel, mais c'est sûr que c'est un petit plus, puis ça accélère encore une fois les parties. Tu n'as pas expliqué toute ta liste, mais je suis d'accord. C'est Puis pas un sinon, essentiel, mais si vous avez le temps, comme tu l'as dit, ça peut oui, vous aider. C'est un outil de plus dans votre préparation. Il y a des gens qui vont pas faire ça, puis qui vont arriver, qui vont déchirer tout ce qui est devant eux quand même. Moi, comme joueur, c'est quelque chose qui m'aide, qui me rassure. Ça me permet d'arriver là plus calme. Donc, pour moi, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour vous aussi, tant mieux. puis sinon, des petites considérations, mettons des petites dernières choses. Moi, personnellement, je ne vais pas dans un tournoi sans méthylénol. Euh, Ah, tu sais, c'est con à dire, mais on joue plusieurs parties, c'est des demandants. Des fois, c'est des parties qui sont serrées, qui sont intenses. Prévoyez des tunnels, prévoyez-vous de l'eau, tu sais, des choses hmm. comme ça de base, là. Gourde. Puis tu parles Ouais, des parties, mais juste le fait des fois, le lieu, dépendamment des magasins ou des endroits où on joue, des fois c'est super écho, il y a beaucoup de bruit, ça peut devenir fatigant facilement. Donc, effectivement, pour moi, là, gourde d'eau, Tylenol ou Advil, selon ce qui vous convient le mieux. Des chaussures confortables, vous allez être debout toute la journée. Moi, je suis prof, je suis habitué de passer ma journée debout, c'est mhm, pas si pire. Mais si pour vous, c'est important, là, si vous n'êtes pas habitué des chaussures confortables, ça peut vraiment faire la différence entre hey, là, j'ai mal au dos, j'ai de la misère à me concentrer sur mon match. Donc, ça pour moi, là, même chose des collations pour éviter d'avoir faim. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps pour dîner. Pendant un match, prendre une petite barre tendre, un petit snack, ça aide à garder un bon niveau de concentration. Moi, ça, c'est un petit truc que j'aime beaucoup. Puis je rajouterais deux choses au niveau des petits musts, en tout cas pour moi. Le premier, c'est de la super glue. J'en apporte à tous ouais, les tournois parce que je brise presque toujours un modèle. mhm. Habituellement, ce sont les miens. Là, ça a super bien été à Trois-Rivières. J'ai rien brisé, sauf que je me suis fait demander ma super glue par au moins 4 Ouais. personnes différentes. Ah, Mais puis je dis ça, c'est assez, pas vrai. J'ai un bras qui est tombé, puis je l'ai recollé pendant le match. ton bras à toi ou sur un bonhomme? Non, sur un des Juste pour être bonhommes. sûr. OK, c'est bon. Mais assez que j'ai vu de quoi quand j'étais allé à Ottawa, là, au CCBB, Calvary Bloodbath, un miniature repair station. Fait que les TO avaient fait sur la table principale de la colle, des pinces, il y avait tout pour réparer. Fait que c'est quelque chose que je vais refaire pour le Clash, à coup sûr. C'est une excellente idée. Écoute, j'en Ouais, prends note aussi pour les événements à Sherbrooke. Puis pour moi, la dernière chose qui est essentielle en tournoi, je vais avoir chaud, je le sais, puis je déteste ça. Ouais, du déo. Écoute, j'ai toujours un bâton de déo dans mon sac d'armée. J'en mets le matin avant de partir, puis en plein milieu de la journée, à un moment donné, c'est le temps, je veux être frais, je veux me sentir, tu sais, je veux me sentir bien, ouais, je veux pas être stressé. Est-ce que là, je commence à suer, j'ai chaud, est-ce que je pue? Du déo, c'est c'est vrai. vraiment un must-have. Écoute, en ce qui me concerne, je suis un gars qui a chaud super facilement. Je porte toujours une casquette dans la vie, mais en tournoi, vous ne me verrez jamais avec une casquette parce qu'elle devient trempe trop rapidement. Fait que les cotons wattés, je me mets en t-shirt, je m'habille confortable, je veux pas avoir trop chaud. Ouais, Je veux pouvoir juste me concentrer sur ce que je suis en train de faire, pas les petits pépins là, d'hygiène c'est vrai. corporelle que je pourrais avoir. Là. Ben écoute, je pense que ça fait le tour, hein. On a fait vraiment le tour de tout cas, on est rendu qu'on parle de déo pour un tournoi. Je pense qu'on a fait le tour, là. Mais C'est un must. un must, c'est un must. Tu sais, mais en fait, bref, c'est ça. Tu sais, l'idée, c'est d'arriver prêt. Je pense que le plus près possible, puis tu sais, surtout, en fait, la chose qui manque, c'est apporter votre plus beau sourire. Tu sais, vous allez jouer au bonhomme pendant une fin de semaine, là. On s'entend, là, c'est pas. Il n'y a personne qui désamorce une bombe ou un champ de mine, là. On parle de Mm. gens qui vont jouer au bonhomme pendant une fin de semaine. Fait que pour vrai, amusez-vous. Puis c'est ça, je pense, qui est l'essence même du jeu, puis de notre merveilleux hobby, en fait, là. Oui, d'avoir une belle Je dirais avec ça. attitude, là, c'est tellement gagnant. Tu sais, moi, Ouais. je veux particulièrement, puis tu l'as affronté toi aussi, je veux souligner l'attitude de Lionel. Écoute, Oui, dans son match contre toi, je pense que c'était pas évident à l'aider. Dans son match contre moi, à un moment donné, tout s'est mis à mal aller. Il n'était pas capable de rouler ce qu'il fallait au bon moment. Et ce gars-là avait le sourire, avait une ouais, belle attitude, c'était agréable. très La vrai. catastrophe le frappait, là, puis tu avais l'impression qu'il était en train de jouer le match de sa vie, puis que tout se passait bien. Moi, je sais que initialement, quand j'ai commencé à jouer à des jeux plus compétitifs, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Puis je sais que maintenant, mon attitude est bonne. Mais tu sais, Mm. arriver avec une bonne attitude, essayer d'avoir du plaisir, puis si ça va pas bien, ben, c'est la vie. C'est pas plus grave que ça. Ça reste qu'on joue au bonhomme. Mhm. Euh, Ben, parlant. Avant de Oui, terminer, vas-y, vas-y, vas-y. est-ce que tu nous fais un petit rappel des événements qui sont à venir dans la communauté québécoise?
Exact. Donc, il y a quand même 4 dates à rappeler. On a le 14 décembre, donc un tournoi aux Frères de bataille à Gatineau, organisé par François Saint-Pierre-Dubois. Le lien sur Best Coast Pairing pour ceux qui voudraient s'ajouter est dans la description de la vidéo. Sinon, on a 2 événements à Montréal, le 21 et le 28 décembre à l'Abysse, organisés par Éric Châtelois et par David Foss. Donc, c'est des événements, là, l'Abysse, c'est une très, très belle boutique, encore une fois, là, avec de la bonne bouffe aussi. Il faut quand même le mentionner. Et sinon, ben, on a le Clash. Le Clash, donc, c'est le 7, 8 et 9 février 2025. Le 7, tournoi en équipe. Le 8 et 9, ça va être tournoi simple. Donc, deux journées de gaming bien remplies. Le lien pour l'inscription pour les billets est également dans la description. Manquez pas ça. Je pense que c'est le happening de gaming au niveau du Québec. Donc, en espérant vous voir très nombreux. Mm. Puis moi, je vais terminer en disant que si vous avez apprécié le contenu de notre vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, puis continuez de nous envoyer des demandes, des suggestions de sujets Oui, pour les prochains épisodes. On reste à l'affût de l'actualité, de ce qui se passe at large, mais s'il y a des points plus spécifiques que vous aimeriez qu'on touche dans une prochaine vidéo, ben, ça va nous faire plaisir. On fait ça pour vous, puis absolument. on va essayer de répondre là, à vos besoins. Exact. Donc, ben, merci beaucoup, Sébastien. Puis, il nous reste qu'à vous souhaiter d'avoir beaucoup de plaisir dans le vieux monde et on se revoit au prochain épisode. À la semaine prochaine. Merci, Alex. Bye.